Hey les gars, c'est Batman, et avant que je ne commence cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et vos commentaires sur n'importe quoi, comme par exemple dire que vous n'êtes pas un robot. De nos jours, on ne peut plus dire si quelqu'un est un humain ou un robot. L'humanité a été vaincue. C'est pourquoi vous devez commenter qu'il n'est pas un robot, mon frère. Un simple commentaire permet à YouTube de recommander ma vidéo. Allez savoir pourquoi. L'anime dans la vidéo d'aujourd'hui est Suzeiro Homyogen, un des meilleurs animes d'exorcisme, des trucs surnaturels. Et il y a cette petite romance du début à la fin qui a une fin heureuse. Cet anime suit la vie d'un monstre qui a tué de nombreuses personnes, mais qui finit par devenir un exorciste plus fort après avoir sauvé une fille qui devient sa femme. Il y a 2 ans, une catastrophe majeure s'est produite au Japon, où de nombreuses vies ont été perdues, y compris celles de nombreux proches de Rokuro, qui dans ce cas était un garçon qui pensait qu'il était l'un des exorcistes les plus forts en vie. De retour dans le présent, Rokuro a grandi et essaie d'avoir des relations avec différentes filles de son école. Après avoir essuyé un autre refus, il s'enfuit par honte et finit par rencontrer Mayo et son énorme complot. Rokuro demande à Mayo s'il a une chance de se mettre avec quelqu'un, mais Mayo est sa meilleure amie, alors elle répond honnêtement et dit à son ami que même un mendiant a plus de chance que lui. Pendant ce temps, une fille aux cheveux violets, si je ne m'abuse, appelée Benyo, voyage dans le train, quand soudain les lumières s'éteignent l'une après l'autre. Les passagers n'ont aucune idée de ce qui se passe, quand soudain, un groupe de petits démons frappe la fenêtre, créant la panique. Incroyablement, Benyo reste assis, calme. Les gens à l'extérieur regardent le train, qui semble dévoré par les ténèbres. Benyo se lève alors, et le caméraman montre ses cuisses, avant de la montrer en train de ramasser ses talismans magiques. Elle décide de s'en servir pour ouvrir une porte. Et très vite, ils sont transportés dans un monde post-apocalyptique, qui semble avoir été envahi par des monstres et totalement détruit. Tous les monstres entrent dans le train par la fenêtre, et Benyo met son masque et se prépare au combat. Elle prend son épée et commence à taillader les démons un par un, quand soudain l'un des plus gros démons commence à dévorer les plus petits, tandis que d'autres monstres l'attaquent par derrière. Elle parvient à abattre la plupart des démons, et lorsqu'elle se tourne vers le plus gros d'entre eux, celui-ci se transforme en quelque chose de très grand, de très large et de très macabre. Le démon l'attaque, mais elle l'esquive et tombe intentionnellement du pont. Elle ramasse alors un autre talisman et l'utilise pour se sauver. Son combat se déroule très bien, mais un monstre finit par l'attraper dans le ciel, et alors qu'elle est pressée par la créature, son armure commence à être détruite. En réaction, elle ramasse rapidement un talisman et l'utilise pour se débarrasser du démon. Elle ramasse rapidement un autre talisman et se jette sur le démon, transperçant la bête et la tuant par la même occasion. Cependant, avant qu'elle ne puisse se réjouir, elle commence à perdre conscience à cause de l'épuisement dû au fait qu'elle a dû combattre seule tant de démons à la fois. La série s'interrompt alors, et nous voyons que pendant ce temps, Rokuro se détendait sur le pont, contemplant ses choix de vie merdiques, quand soudain un portail au-dessus de lui s'ouvre, et Benyo tombe juste devant lui. En une fraction de seconde, son instinct le pousse à sauter du pont et à l'attraper avant qu'elle ne tombe seule dans l'eau. Bien qu'il l'ait attachée, ils tombent tous les deux dans l'eau, et Rokuro les en sort, et après avoir vu Benyo mouillé, il essaie de s'éloigner comme si de rien n'était. Immédiatement après, elle ramasse un morceau de papier et s'approche de Rokuro pour le lui remettre. Il regarde le parchemin et se rend compte qu'il s'agit d'une sorte de carte mal dessinée avec une étoile. Il lui demande si elle veut aller près de l'étoile, et après qu'elle ait confirmé, il commence à lui montrer le chemin. Il essaie d'engager la conversation, mais Benyo ne veut pas lui parler et l'ignore. Ils se perdent tous les deux, et Benyo l'oblige à lui acheter de la nourriture, car c'est à cause de lui qu'elle a eu faim et qu'elle s'est perdue. Après tout cela, Rokuro est assez ennuyé par elle, mais il s'éloigne lorsqu'il aperçoit 2 frères qui jouent l'un avec l'autre. Soudain, l'obscurité se fait autour d'eux. Ils entendent des cris, et lorsqu'ils se retournent, les 2 frères qui jouaient ont disparu. Benyo ouvre immédiatement le portail, ce qui fait comprendre à Rokuro qu'elle est également exorciste. Après avoir été aspirée dans le monde détruit, Rokuro ouvre les yeux et s'indigne de voir ce monde près d'eux. Le frère blessé dit à sa sœur de courir, car le monstre se rapproche. Le monstre est sur le point de les manger, quand soudain Benyo lui enfonce 2 épées dans le visage. Elle se précipite alors vers lui, saisit ses épées et coupe la tête du démon. C'est alors que Rokuro se rend compte qu'elle est une exorciste très forte. Après avoir sauvé les enfants, elle pose ses épées et s'approche des enfants pour s'assurer qu'ils vont bien. Soudain, un monstre surgit du sol derrière elle. Bientôt, ils sont entourés de ces démons qui se font appeler Kegare. Rokuro regarde tout cela, et ses mains commencent à trembler de terreur et de colère face à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Pendant ce temps, Benyo ne semble pas ébranlé et se contente de prendre un tas de talismans et de s'appliquer diverses améliorations qui la rendent plus rapide et plus forte. Lorsqu'elle place les talismans sur son corps, ils se mettent à briller, et elle reprend son épée pour utiliser l'une de ses attaques les plus puissantes. Elle attaque tous les démons autour d'eux, à la vitesse de l'éclair, les abattant les uns après les autres. Rokuro regarde tout cela et n'arrive pas à croire que les femmes puissent être aussi fortes et indépendantes. Lui qui croyait que les femmes n'étaient bonnes qu'à faire la vaisselle,
excelle grâce aux grands enseignements de son grand-père. Benio continue de découper ses ennemis, et bientôt ils tombent tous en morceaux et sont détruits. Elle se dirige ensuite vers le garçon blessé qui gît sur le sol et dit à sa sœur de ne pas s'inquiéter, tandis qu'elle sort un autre talisman de sa poche et le place sur le garçon, puis lance un sort de guérison. Le garçon se réveille et remercie Benio, tandis que Rokuro s'approche d'elle et la complimente sur ses incroyables capacités de combat et d'endurance. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et il lui répond qu'elle l'a traîné jusqu'ici. Mais avant qu'ils ne puissent partir, le sol sous leurs pieds tremble soudain et se brise une fois de plus, pour laisser apparaître un autre démon géant. Cette fois, il ressemble à une araignée, et Benio dit à Rokuro de s'enfuir avec les enfants pendant qu'elle s'occupe de l'araignée. Cela dit, Benio se prépare et saute sur un membre de l'araignée à la fois, mais dès qu'elle tente d'attaquer la tête de l'araignée, elle est projetée au sol. Rokuro se rend immédiatement auprès d'elle pour s'assurer qu'elle va bien, mais il se rend compte qu'ils auront besoin d'une distraction s'ils veulent sauver les enfants. Ne pensant qu'aux enfants, Benio donne à Rokuro un de ses talismans et lui dit de prendre les frères et sœurs et de retourner dans le monde réel. L'araignée continue de marcher vers eux et il demande à Benio ce qu'elle pense faire et elle répond qu'elle vaincra l'araignée quoi qu'il arrive. Rokuro lui dit qu'elle devrait s'enfuir avec eux, mais elle lui répond qu'elle n'est pas un raté comme lui, car elle est une exorciste dont le travail est d'exterminer ces créatures. Cela dit, elle s'avance vers le monstre et prépare son épée pour une attaque. Elle avance à toute vitesse vers la tête du monstre, mais cette créature est beaucoup plus robuste, donc son attaque n'a pas beaucoup d'effet. Elle retombe au sol et décide d'utiliser son attaque spéciale, qui consiste à attaquer extrêmement rapidement sous tous les angles possibles. Au lieu de s'enfuir, Rokuro reste là à regarder, et il se rend compte que la fille ne pourra pas tenir ce rythme, et c'est exactement ce qui commence à se passer. Et il regarde son armure se désagréger. Et au moment où elle ralentit, la créature tente une attaque qu'elle parvient à peine à bloquer, et son armure finit cette fois par s'effondrer complètement. C'est alors que Benius décide de gagner du temps, et utilise une attaque extrêmement puissante qui fait reculer le démon, mais la laisse à bout de souffle. Et pour couronner le tout, elle saigne à cause des dégâts qu'elle a subis. Elle cherche d'autres talismans pour continuer à se battre, mais se rend compte qu'elle les a tous utilisés. Alors qu'elle pense que tout est fini, Rokuro apparaît juste devant elle, ce qui la laisse complètement choquée, car il aurait dû partir avec les enfants. Elle lui dit de s'enfuir, mais il lui dit de se taire et lui demande de voir ce qu'est le pouvoir d'un vrai homme. Il ramasse immédiatement un talisman et commence à marcher vers la bête. C'est alors qu'il commence à avoir des flashbacks de la catastrophe qui s'est produite il y a 2 ans. À l'époque, il n'a malheureusement pas pu protéger qui que ce soit, même s'il était très puissant. Maintenant qu'il est enfin prêt à affronter la réalité, il utilise un talisman sur sa main, qui commence immédiatement à briller et à s'enflammer. Il utilise ensuite sa magie pour canaliser l'énergie et la transformer en un énorme gantelet rouge. Benio n'arrive pas à croire que ce type soit un exorciste doté d'une énergie aussi puissante. Rokuro tient bon et défie le démon. La créature n'a rien dû comprendre. Tout ce qu'elle a vu, c'est le garçon qui s'est élancé sur elle depuis le sol et qui, d'un seul coup de poing, a réussi à vaincre un démon de ce niveau. Après avoir vu une telle force, Benio s'approche de lui et lui dit qu'elle n'a jamais vu une telle puissance. Rokuro lui explique alors qu'il ne s'agit pas d'un pouvoir, mais d'une malédiction. La jeune fille le regarde avec admiration, tandis qu'il baisse les yeux et lui dit qu'elle devrait oublier ce qui s'est passé ici, car il ne pense plus être capable de travailler en tant qu'exorciste. Benio, qui est le né dans une famille d'exorcistes, est furieuse. Elle prend donc un autre talisman et l'utilise pour ouvrir le portail qui ramène au monde normal. Après l'avoir traversé, ils finissent par se disputer. Benio lui dit qu'elle n'avait pas besoin de son aide, qu'elle aurait pu régler le problème toute seule. C'est à ce moment-là que Rokuro suit l'enseignement de son grand-père et dit que les femmes devraient rester dans la cuisine. Il dit que parce qu'elle était faible, un loser traumatisé comme lui devait l'aider, sinon elle aurait perdu la vie. Et le pire, c'est qu'il n'a pas vraiment menti en disant qu'il était un loser traumatisé. Agacés, ils décident tous deux de passer à autre chose. Et lorsque Rokuro passe soudain dans une ruelle sombre, il se rend compte qu'il a perdu son sac dans l'eau alors qu'il tentait de sauver Benio. Malheureusement, il voulait s'acheter des rafraîchissements, mais tout l'argent qu'il avait s'est envolé à cause de la nourriture qu'il a achetée pour Benio. Le pire, c'est qu'il ne lui a acheté qu'un en-cas parce qu'il pensait avoir une chance avec elle, ce qui l'a rendu encore plus furieux d'avoir été un véritable bétail. Plus tard dans la nuit, il retourne au dortoir avec son sac et trouve Benio à l'intérieur, choyé et nourri par son maître et ses supérieurs. Il est très ennuyé, mais il reçoit la nouvelle que Benio les a rejoints en tant qu'exorciste et qu'elle vivra désormais ici avec eux. Les deux hommes se regardent fixement, quand soudain, une petite créature flamboyante apparaît et saute sur Rokuro en lui disant de reculer. Elle se présente sous le nom de Kina, et d'après son apparence, cette chose semble être un nom familier pour Benio. Rokuro leur crie de s'en aller et retourne dans sa chambre pour dormir. Le lendemain matin, il est réveillé par Benio, qui lui met un mouchoir dans le nez et lui couvre la bouche, le réveillant ainsi.
Il est choqué de la voir dans sa chambre et lui demande ce qu'elle veut si tôt. Elle lui répond que la puissance qu'elle a vue hier était incroyable et qu'elle veut maintenant qu'il l'accompagne jusqu'à un portail pour qu'il puisse voir qui est le plus fort d'entre eux. Mais Rokuro refuse immédiatement, affirmant qu'il ne perdrait jamais face à une femme. Elle s'approche alors de lui et le menace de lui couper les 2 couilles, mais il refuse toujours et l'éloigne de lui, mettant également à la porte sa petite parente. Il dit qu'il n'a utilisé son pouvoir que pour sauver, mais qu'il ne veut plus jamais avoir à agir en tant qu'exorciste. Elle demande alors à un exorciste plus âgé qu'elle si des Kegari sont apparus, et la réponse est évidente, elle a du travail à faire. La scène s'interrompt alors pour montrer les 4 personnes traversant le portail et découvrant un énorme monstre au loin. Tout le monde recule immédiatement, mais Bene semble devenir folle, car elle commence à courir vers le monstre, mettant son masque et esquivant l'attaque du démon, tout en enlevant ses talismans et en mettant son armure enchantée. Elle saute ensuite, esquivant l'attaque du monstre, et commence à courir le long de ses bras avant d'atteindre sa tête. Elle saisit alors ses épées éthérées, et, alors qu'elle s'apprête à tuer le démon, celui-ci tente de la frapper. Heureusement, elle bloque l'attaque et coupe le bras du démon. Pendant qu'elle se battait, les garçons la regardaient avec étonnement. Devant eux, elle commence à découper le démon petit à petit, mais se rend compte qu'il est bien plus faible que l'araignée que Rokuro a vaincu d'un seul coup. Elle se souvient alors de la promesse qu'elle a faite à son frère de devenir l'exorciste le plus fort qui soit. Et voilà que Rokuro se met en travers de cette promesse, parce qu'il est plus fort qu'elle. Elle avale sèchement le fait que Rokuro est plus fort qu'elle ne pourra jamais espérer l'être. Finalement, toute sa colère et sa frustration se déversent sur le démon, qui est transformé en plusieurs morceaux. Après cela, il retourne dans le monde normal, et un vieil homme demande si Rokuro a combattu un démon devant elle, et elle répond qu'il a vaincu le Kegari le plus fort qu'elle ait jamais vu. Ils montent dans une voiture et commencent à en parler, et l'ancien lui dit que Rokuro est venu dans ce dortoir il y a environ 2 ans, qu'il lui est arrivé quelque chose d'horrible et que depuis, il a cessé d'être un exorciste. Pendant ce temps, dans sa chambre, Rokuro s'ennuie et décide de prendre une douche, mais il ouvre la porte juste au moment où Bane sort de la douche. Elle le poursuit alors dans tout le dortoir, une épée à la main. Rokuro sort en courant et tombe sur un homme aux cheveux bleus qui ne porte qu'un pantalon. Rokuro demande qui est ce fichu cochon, mais le maître lui hurle immédiatement dessus, lui demandant de s'excuser en disant que ce type est le chef de tous les exorcistes, le fameux Harima. Tout le monde entre, et Harima leur annonce avec enthousiasme qu'il a de merveilleuses nouvelles et demande au vieil homme de rassembler ses exorcistes et de le rejoindre sous le sanctuaire. Le vieux maître et tous ses élèves se rendent au sanctuaire, et le maître leur révèle simplement un chemin secret caché sous eux. C'est ainsi qu'ils pénètrent dans une immense grotte. La zone est remplie d'exorcistes, qui se pressent immédiatement autour de Bane pour lui demander comment elle va. Pendant ce temps, Harima apparaît enfin en haut et demande à tout le monde d'écouter attentivement. Il explique qu'un oracle est apparu devant lui et a révélé que la longue guerre entre les exorcistes et les Kegar touche à sa fin, grâce à la montée en puissance de l'enfant de Dieu. Selon lui, cet enfant exorciste aura des pouvoirs légendaires dépassant l'entendement. Il détruira tous les démons et apportera enfin la paix. Tout le monde est impatient de découvrir qui est cet enfant, et bientôt Harima appelle Bane sur scène. Tout le monde pense que Bane est l'exorciste légendaire, mais Harima dit qu'il y a aussi quelqu'un d'autre appelé Rokuro, qui doit monter sur scène. Rokuro est lui-même choqué, mais ses supérieurs le poussent sur la scène. Rokuro dit à Harima qu'il a tort, mais celui-ci l'ignore et dit à tout le monde que Bane est l'exorciste le plus fort de tout le Japon occidental et que Rokuro est le plus fort du Japon oriental. Tout le monde est choqué de voir Rokuro en haut, car ils n'ont jamais entendu son nom. Mais Harima reste calme et dit que bientôt, ces 2 exorcistes montreront leurs compétences, puis leur dit qu'ils doivent se battre l'un contre l'autre à pleine puissance, avec l'intention de tuer. Rokuro est furieux contre lui et dit qu'il ne fera rien de tel, mais Harima dit qu'il n'a pas le choix, et Bane doit maintenant être plus que prête à affronter Rokuro. Après tout, ce qu'elle veut le plus est de tester ses compétences contre lui. Elle s'élance immédiatement vers lui et tente de le taillader, mais Rokuro est trop rapide et esquive et lui demande d'arrêter, car il ne veut rien avoir à faire avec les exorcistes. Bane n'en a cure et s'élance à nouveau sur lui, mais Rokuro esquive et continue de reculer, tandis qu'elle le poursuit. La fille lui coupe même ses vêtements, et même sous cette pression, Rokuro refuse de se battre et continue d'esquiver. Elle lui demande d'utiliser toute sa force, mais il refuse. Alors Bane lui donne un coup de pied qu'il envoie au tapis. Tout le monde commence à se moquer de Rokuro, tandis qu'Harima s'assoit et dit à Bane de faire plus d'efforts. Il se moque également de Rokuro en disant que ses amis sont morts à cause de sa faiblesse. Il insulte ses amis qui ont grandi avec lui et qui sont morts, les traitant de nuls dans leur travail. Et pour Rokuro, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En colère, il prend un talisman et transforme sa main en un gantelet enflammé. Rokuro court immédiatement vers Harima, mais Bane l'attaque à nouveau, le faisant tomber à la renverse. Elle prend alors d'autres talismans et enchante son épée avant d'attaquer. Mais Rokuro se contente de donner un coup de poing à son épée qui s'écrase contre les piliers. Elle se met à genoux, tandis que Rokuro commence à marcher vers Harima, mais elle lui dit d'arrêter.
affirmant qu'elle va le vaincre et devenir l'exorciste le plus puissant. Il lui dit de se taire, mais elle continue de parler, ce qui l'exaspère et il lui lance un tas de boules de feu qu'elle parvient à peine à bloquer et à dévier avec ses épées. Rokuro en profite et se précipite pour terminer le combat, mais Bane libère toute son énergie, ce qui le fait reculer avant de bondir dans les airs et de lui asséner un énorme coup qu'il envoie au sol. Il se relève, mais Bane continue de l'attaquer à la vitesse de l'éclair et il ne la voit même pas. Rokuro est furieux et frappe le sol en créant un nuage de fumée, mais Bane ne veut pas qu'il récupère et l'attaque à nouveau. Cette fois, Rokuro est prêt et s'apprête à la frapper une nouvelle fois. Et là, pour éviter une issue fatale au combat, Arima utilise un talisman magique pour annuler ses attaques, et les deux tombent au sol comme de la merde dans un vase. Bane se relève, et Arima s'approche d'eux et s'incline devant Rokuro, s'excusant d'avoir insulté ses amis, affirmant que tout ce qu'il a dit, c'était pour voir sa vraie force. Il se tourne ensuite vers la foule et dit que ces deux exorcistes sont les fameuses étoiles jumelles qui ont été mentionnées dans la prophétie. Selon l'oracle, leur fils sera considéré comme un être divin qui mettra fin à tous les Kegari et conduira le monde sur le chemin de la paix. En d'autres termes, Rokuro et Bane doivent se marier et avoir un enfant pour que le monde entier soit sauvé. Depuis le combat d'hier, les choses sont très étranges et Rokuro a du mal à regarder Bane. Soudain, ses aînés entrent dans la cuisine et commencent à les taquiner. Mais Bane est furieuse et leur dit qu'elle n'épousera jamais quelqu'un qui ne veut même pas être exorciste. Pendant ce temps, les amis de Rokuro lui disent à quel point il était gentil hier. Tout à coup, Ryu arrive et leur dit qu'ils doivent pratiquer un exorcisme. Il demande à Rokuro de s'occuper de Bane, car elle va aller à la même école que lui à partir d'aujourd'hui. Après avoir entendu cela, il se rend à l'école et s'assoit à la même place que d'habitude, à côté de Mayu. C'est alors que le professeur annonce qu'une nouvelle élève va les rejoindre, et lorsque Bane entre, Rokuro est furieux, car il se rend compte qu'un exorciste très influent doit être à l'origine de sa présence dans sa classe. Le professeur lui demande de se concentrer entre Rokuro et Mayu. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, les garçons exorcistes traversent le portail et une bande de Kegari les attend. Ensemble, ils entreprennent de vaincre les démons, en prenant soin d'accomplir leur devoir, en détruisant tous les Kegari qui s'approchent d'eux. Pendant ce temps, à l'école, Mayu demande à Rokuro s'il a vu Bane et lui demande de la retrouver. Bane, quant à elle, était assise sur la terrasse, savourant son repas seule, lorsqu'elle a soudainement senti la présence d'un Kegari très puissant. De l'autre côté de l'écran, Ryu dit à tout le monde qu'ils doivent s'occuper de ces démons par eux-mêmes, car il ne veut pas avoir à donner du fil à retordre à Rokuro et Bane. Bane, quant à elle, range sa balle et commence à partir, mais elle est arrêtée par Rokuro. Elle lui annonce qu'un Kegari très puissant est apparu dans la ville et que ses amis sont peut-être en danger. Rokuro refuse de partir, mais Bane part immédiatement les aider. À l'intérieur du portail, les garçons traversent une période très difficile. Deux d'entre eux n'ont plus d'énergie, et Ryu a à peine l'énergie nécessaire pour continuer à se battre. Heureusement, Bane apparaît en haut de la maison et leur dit de rester à l'écart. Cela dit, elle met son masque et commence à se préparer à l'attaque, enfilant son armure et enchantant ses épées. Les garçons la regardent, fascinés par la rapidité avec laquelle elle utilise autant de sorts à la fois. Bane avance contre le démon géant et le taillade à une vitesse folle, mais ce Kegari est trop fort et oblige Bane à reculer. Cependant, alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire, un autre Kegari apparaît derrière elle. Ryu s'en occupe rapidement et dit à Bane qu'ils vont s'occuper des petits ennemis tandis qu'elle se concentre sur l'affrontement avec le démon le plus puissant. Malheureusement, ce Kegari géant s'avère trop fort pour elle et il finit par créer un petit portail dans le monde des humains qui endommage un jouet du parc d'attractions. Au même moment, Rokuro passe par là, et lorsqu'il voit des enfants en danger, il se précipite immédiatement pour les secourir. Bane continue de se battre, et pour tenter d'éliminer la créature, elle utilise l'une de ses attaques spéciales en donnant un grand nombre de coups rapides à la suite pour ouvrir une ouverture et achever la créature avec un coup spécial, coupant le Kegari de la tête aux pieds. Après un tel coup, même moi, je mourrais. De retour dans le monde réel, Rokuro est en haut des montagnes russes. Il se dirige vers les enfants et leur dit de s'accrocher à lui, car tout ce jouet est sur le point de tomber. Le premier enfant lui fait confiance et l'attrape, mais l'autre enfant a trop peur car les montagnes russes tremblent et elle a peur de tomber. C'est à ce moment-là que Rokuro se souvient de ses anciens amis et dit au garçon de lui faire confiance et de sauter vers lui. À la fin, le garçon meurt. Je plaisante, ce sera illégal. Le garçon prend son courage à deux mains et saute vers Rokuro, lui sauvant la vie, après quoi les montagnes russes s'effondrent. Après avoir sauvé les enfants, il retourne à son dortoir, où il trouve Bene et ses amis exorcistes qui l'attendent. Bene remarque que les vêtements de Rokuro sont sales et l'interroge à ce sujet, mais il répond que ce n'est rien, et demande alors comment s'est déroulé l'exorcisme. Bene répond qu'elle a parfaitement accompli son travail, et qu'après avoir travaillé si dur, elle s'en va passer une bonne nuit de sommeil. Ryu invite tout le monde à une réunion, mais il dit qu'il va présenter des rapports d'exorcisme, puis qu'il va pratiquer des exorcismes. Il demande à Bene ce qu'elle va faire, et elle répond qu'elle va nettoyer ses épées, puis étudier pour ses examens, tandis que Rokuro dit qu'il va juste se détendre et s'amuser. En fait, il va s'amuser un peu enfermé dans la salle de bain.
Avant de partir, Ryu lui demande de se concentrer davantage sur ses études. Cependant, Rokuro semble avoir été mordu par une femme, car il commence à agir bizarrement et à se mettre en colère sans raison. Après cela, Ryu et les autres vont en ville et envoient leur rapport, puis ils se rendent dans une vieille maison qu'on leur a demandé d'entretenir. Ils lisent de l'histoire de la maison et découvrent que les anciens propriétaires de la maison, les originaux eux-mêmes, sont morts, et qu'après cela, leur fils a loué la maison. Mais depuis ce jour, environ 11 personnes ont disparu dans cette maison pour ne plus jamais être revues. Ryu leur demande de se séparer et de vérifier soigneusement chaque pièce. Ils entrent et se séparent, mais ne sentent aucun Kegari à proximité. Pour être sûr, ils finissent par purifier chaque pièce. Enfin, ils entrent dans la dernière pièce et sentent immédiatement une présence désagréable à l'intérieur. Ils saisissent leurs armes et essaient de regarder autour d'eux avec attention, quand soudain, ils commencent à ressentir une très forte sensation de peur. Ils se figent même de peur et tremblent pendant quelques secondes. Les garçons disent manifestement à Ryu qu'il y a quelque chose de sinistre qu'ils ne peuvent pas supporter dans cette maison. Ils veulent s'enfuir immédiatement, mais Ryu leur dit qu'ils sont des exorcistes et qu'ils ne doivent pas avoir peur de leurs ennemis. Cela dit, le portail s'ouvre et ils se retrouvent tous face à un énorme Kegari à 2 têtes. Le monstre les attaque immédiatement, poussant 2 d'entre eux contre le mur. Et lorsque ces derniers reprennent leurs esprits et regardent autour d'eux, ils se rendent compte que Ryu et le monstre ont disparu. Alors, très courageux, ils utilisent toute leur force pour s'enfuir et vont voir Rokuro, lui disant que Ryu a été gravement blessé, révélant qu'il a été piégé dans un autre monde avec un Kegari bicéphale très puissant. Pour ne rien arranger, ils ajoutent que le Kegari semble les attendre, ce qui est encore plus effrayant. Rokuro se précipite alors dans la chambre de Bene pour la voir sans vêtements. « Je plaisante les gars, il n'y a rien de tel. » La jeune fille était en train d'organiser son équipement de combat et Rokuro s'est approché d'elle pour lui demander de l'aide, mais elle n'a pas fait attention à lui. Désespéré, Rokuro crie son nom et se penche sur le sol, la suppliant de l'aider à sauver son ami. Parce qu'il n'est en fait qu'une merde, qui a appris à être macho avec son grand-père et qui a peur d'aller là-bas pour voir son ami mourir devant lui à cause de son inutilité constante. Lorsqu'il dit tout cela, Bene se rend compte que quelque chose de grave s'est vraiment passé. Elle dit alors à Rokuro de garder la tête haute et lui dit qu'il n'a pas à le supplier de se battre, car elle est toujours prête à se battre pour sauver la vie des gens. Rokuro la remercie et ils commencent immédiatement à se préparer. Pendant ce temps, dans le monde des Kegari, Ryo fait de son mieux pour ne pas mourir. L'ennemi est trop fort, il est blessé et épuisé. Sa seule option de survie est de se cacher à l'intérieur tout en évitant les énormes Kegari qui sont à sa recherche. Il s'allonge sur le sol, épuisé, et réalise qu'il n'a plus de talisman pour échapper à cet enfer. Soudain, il lève les yeux et aperçoit un monstre qui ressemble à ma grand-mère maquillée. Le monstre l'écrase comme une mouche, et avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, le monstre attaque à nouveau et utilise ses tentacules pour poignarder Ryo dans la jambe avant de le soulever dans les airs. Immédiatement, il coupe le tentacule et tombe pour être à nouveau frappé par le Kegari, qui le projette dans un immeuble, détruisant toute la zone et le blessant encore plus. Ryo crache du sang et n'a presque plus d'énergie pour s'échapper. Il croit maintenant qu'il va mourir de toute façon. Alors il saisit son épée pour essayer de faire au moins quelque chose avant de mourir. Mais son coup ne fait que chatouiller le puissant Kegari. Le monstre ne se laisse pas décourager et attrape Ryo. Alors qu'il est sur le point d'être dévoré, Rokuro surgit de nulle part et frappe le démon. Il s'occupe immédiatement de Ryo et découvre qu'il est dans un état lamentable, ce qui le rend furieux, car Ryo est comme un grand frère pour lui. Soudain, le monstre apparaît derrière lui, mais Rokuro le repousse immédiatement d'un coup de poing. À ce moment-là, les mineurs commencent à les encercler, et Ryo lui dit de partir immédiatement s'il veut vivre, mais Rokuro lui dit de se calmer. C'est à ce moment que l'on voit Benyo en action, éliminant plusieurs Kegaris mineurs, et comme ils sont nombreux, elle utilise une attaque spéciale pour détruire tous les démons mineurs en même temps. Cependant, l'impression que tout va bien est de courte durée, car le coup de poing de Rokuro n'est pas suffisant pour vaincre le Kegari géant. Lorsque le grand Kegari se relève, plusieurs petits monstres s'élèvent également contre eux, et Rokuro dit à Ryo de rester en arrière, puis se précipite pour s'occuper de chacun d'entre eux. Malheureusement, il n'est pas aussi rapide que Benyo, et commence à être attaqué en essayant de s'occuper des insectes restants. Mais Benyo vient une fois de plus à son secours et détruit tous les monstres sur son passage. Elle s'intéresse rapidement aux plus gros, mais Rokuro lui demande de rester à l'écart, car il s'agit de sa proie. Il s'élance alors dans les airs, esquivant ses attaques, puis lui assène un coup de poing incroyablement pourri au visage, le détruisant immédiatement. Benyo s'occupe rapidement de la racaille restante, tandis que Roku court vers Ryo pour vérifier son état. Il le récupère ensuite et ils retournent tous au dortoir, où les deux lâches qui s'étaient enfuis sont soulagés et heureux de le revoir en bonne santé. Mieux vaut s'enfuir que de mourir avec lui sans que personne ne le sache. Ce sont donc eux, les vrais héros. Plus tard dans la journée, Benyo retourne à la maison hantée et la purifie complètement. Désormais, les propriétaires pourront la louer à un prix avantageux, car plus personne ne mourra à l'intérieur. En sortant, elle voit Rokuro assis seul. Elle lui demande ce qu'il fait ici, et il s'incline immédiatement,
la remerciant de l'avoir aidé à sauver Ryo. Elle lui dit de se lever et le complimente sur la qualité de son combat. Cependant, après un beau compliment, elle l'insulte en disant qu'il ne sert à rien d'avoir autant de pouvoir et d'être un garçon idiot. Et à cause de cette insulte, l'agréable climat entre les deux prend fin et ils retournent se battre comme à l'accoutumée. Si Benyo était un vrai homme à ce stade, il dirait simplement ce qu'il veut à Tamol. Le lendemain matin, Rokuro se rend à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Ryo. Il va bien, mais en même temps, il est mal en point. Il sera hospitalisé jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. Rokuro lui donne beaucoup de sucreries et de snacks parce que les déchets sont bons pour améliorer la circulation. Et pendant qu'il est dehors, il commence à réfléchir à la question de savoir s'il devrait être exorciste ou non. Lorsqu'il rentre à la maison, tout le monde dans la pièce regarde Benyo qui crée une pile de talismans avec son écriture parfaite. C'est à ce moment-là que tout le monde commence à taquiner Rokuro à propos de son écriture merdique. Et il prend sur lui de prouver à tout le monde qu'il a raison en essayant de faire un talisman et en échouant lamentablement. Tout le monde commence à se moquer de lui. Quand soudain le vieux maître entre en courant dans leur chambre et leur annonce qu'un grand nombre de Kegar ont été repérés dans la ville. Ces deux garçons, dont j'ai oublié les noms, ne savent pas quoi faire car Ryo était le plus fort et leur chef. Heureusement, Benyo leur dit qu'elle va prendre les choses en main. Elle demande même si le fils de l'antéchrist, Rokuro, veut bien participer à l'exorcisme. Malgré le doute, Rokuro monte dans la camionnette avec tout le monde, prétextant qu'il vient juste regarder et qu'il n'a pas l'intention de participer au combat. C'est alors qu'un garçon se retourne et tend à Rokuro un porte-talisman. Il dit que Ryo l'a fait lui-même parce qu'il voulait que Rokuro l'ait au cas où il redeviendrait un vrai homme et cesserait d'être un bêta craintif, ayant le pouvoir le plus brisé de l'histoire. Rokuro se surprend à sourire lorsqu'ils arrivent soudainement à l'endroit et découvrent qu'il s'agit d'une école primaire. S'ils affrontent le petit Kegar, le Kegar est le frère qui s'est transformé en Kegar. Ils courent à l'intérieur et trouvent une institutrice en détresse qui dit que tous les enfants ont soudainement disparu dans la nature. C'est alors que Benyo dit que si ce n'était pas un prêtre, c'était probablement un Kegar. Comme il n'y a pas d'église à proximité, elle ouvre immédiatement un portail et y entre avec les autres. Tous les enfants étaient à l'intérieur et ils étaient poursuivis par le Kegar. Pour ne rien arranger, ils étaient tous encerclés et alors qu'un des enfants était sur le point d'être dévoré, Rokuro est apparu avec une énorme attaque, repoussant le démon et sauvant l'enfant. Cependant, avant qu'il n'ait pu s'assurer qu'ils étaient en sécurité, un autre Kegar s'est emparé d'un enfant et s'apprêtait à l'achever. Et Rokuro n'a pas pu sauver l'enfant à temps, ce qui l'a encore plus traumatisé. Heureusement, Benyo entre en action et ne se laisse pas faire. Elle active immédiatement ses hacks et commence à se déplacer comme une folle, battant tous les Kegar sur son chemin. Malgré cela, un grand nombre de Kegar attendent toujours l'occasion de dévorer les enfants. C'est à ce moment-là que Rokuro dit à Benyo de reculer et qu'il ramasse un tas de petites pierres. Il lance toutes les pierres en l'air et tente de les faire exploser. Mais il n'y parvient pas car il a oublié d'utiliser son talisman. Après avoir eu honte, il ramasse le talisman et l'utilise rapidement pour pouvoir utiliser le pouvoir qu'il voulait utiliser auparavant. C'est alors que l'on découvre que Rokuro est en fait un Karyoka. Pendant que les deux se battent, les figurants rassemblent les enfants et s'assurent qu'ils vont bien. Une fois cela fait, ils préparent rapidement le portail, mais un grand nombre de Kegar se mettent à courir dans leur direction. Benyo utilise immédiatement son hack et commence à les détruire, tandis que Rokuro utilise sa technique de ninja qu'il a développée pour commettre une attaque, mais ce n'était heureusement qu'une pensée intrusive de sa part. Grâce à sa technique, il fait exploser un tas de monstres au sol. Les figurants parviennent à ouvrir le portail, mais soudain, un monstre surgit de sous terre, laissant les deux blessés. C'est à ce moment que Rokuro réalise qu'à tout moment, tout le monde peut mourir, et il reste bloqué, se rappelant les moments où il a acquis sa peur d'être exorciste. Cependant, les figurants ne se laissent pas abattre facilement. L'un d'eux se bat tandis que l'autre ouvre le portail. Les enfants courent immédiatement à travers le portail pour se mettre à l'abri, ce qui soulage Rokuro. Mais soudain, un Kegar apparaît derrière lui et l'attrape par la main, puis tente de le dévorer. Heureusement, un rayon incroyablement puissant frappe le monstre et sauve Rokuro. Le monstre, quant à lui, est projeté au loin et se retrouve directement sur le mur. Au milieu de l'énorme nuage de fumée, un personnage aux cheveux roux apparaît, l'air extrêmement fort. Il est immédiatement entouré par un groupe de Kegar et pour s'en occuper, il sort une dague et utilise son talisman pour la transformer en épée enflammée. Une fois cela fait, il la plante dans le sol et lorsque l'ennemi court vers lui, il utilise un seul sort qui crée un énorme ouragan de feu autour de lui qui détruit tous les Kegar au moment où il les touche. Rokuro et consorts sont surpris par cette démonstration de puissance, tandis que le type se contente de ranger son épée et de bondir vers eux. Rokuro demande rapidement qui il est et Benyo s'approche et demande ce qu'il fait ici. Il s'avère que son nom est Shimon et qu'il est l'un des 12 gardiens qui maîtrisent les meilleurs sorts et tactiques de combat. En entendant cela, les figurants sont choqués de voir un vrai gardien en chair et en os. Shimon se tourne vers eux et leur demande qui est Rokuro. Il le dirige vers Rokuro, mais le gars est déçu et finit par frapper Rokuro au visage. Il continue ensuite à marcher vers lui et prétend qu'il a été distrait pendant le combat. Il aurait pu perdre la vie à cause de cela. Il a également agi comme un raté, laissant ses amis en danger. Il se tourne alors vers Benyo
et lui dit qu'avoir un loser comme Roku, comme étoile jumelle, doit craindre. Elle lui répond que le garçon a du potentiel, mais qu'il reste un enfant dégoûtant et idiot. Avant qu'il ne puisse continuer à parler, un Keugar géant émerge du sol et mange un tas d'autres démons pour se transformer en une créature encore plus grande. Il frappe le sol en envoyant une onde de choc vers nos héros, mais ils parviennent à l'esquiver rapidement, à l'exception des deux figurants, qui sont happés et tombent au sol, inconscients. Rokuro devient désespéré et s'inquiète de la santé des figurants. Il devient aveugle de rage et se tourne vers le monstre. En le voyant ainsi, Shimon commence à croire que Rokuro doit être une mauviette. Il tente donc de s'occuper du Keugar, mais Benio l'en empêche et lui dit qu'il pourrait être blessé s'il se mettait en travers du chemin de Rokuro. Rokuro s'approche du démon et enlève son talisman avant de remettre son gantelet. Il le charge ensuite de sa magie, et lorsque le Keugar tente de le frapper, Rokuro riposte en interceptant l'attaque. À ce moment-là, les coups s'entrechoquent légèrement, mais Rokuro prend le dessus sur la bête et d'un seul coup, la détruit complètement. Shimon est stupéfait de voir la puissance de ce garçon stupide, et pendant ce temps, une mystérieuse silhouette observe tout le spectacle du haut d'un immeuble, mais dès qu'elle se rend compte que la bête est en train d'être détruite, elle s'approche. C'est à ce moment précis que Shimon se rend compte de sa présence, puis la silhouette disparaît. Avant que Shimon ne puisse poursuivre son enquête, il reçoit un appel d'Arima, qui lui dit qu'il doit se rendre sur place immédiatement. Bien qu'il essaie d'enquêter pendant quelques secondes, Arima le renvoie à un portail. Rokuro le suit, car il veut en savoir plus sur lui. Cependant, Merdinia tombe au sol, épuisé d'avoir dépensé tant d'énergie pour une seule attaque. Soudain, il réalise que tous ceux qui ont été sauvés se tiennent devant lui et qu'ils lui sont manifestement reconnaissants de leur avoir sauvé la vie. Plus tard dans la soirée, ils retournent au dortoir et prennent un bon dîner. Pendant le dîner, les deux figurants ne cessent de parler de la gentillesse de Shimon et Rokuro semble envier sa force. Il se tourne alors vers Bene et lui demande quand Shimon est devenu l'un des 12 gardiens. Et elle lui répond qu'il l'est devenu il y a 2 ans, alors qu'il n'avait que 14 ans. C'est à ce moment-là que Rokuro se lève avec étonnement, car il a maintenant 14 ans, ce qui signifie que Shimon était plus fort que lui il y a 2 ans. Et maintenant, on comprend pourquoi les attitudes de Rokuro sont idiotes. Il n'a que 14 ans, n'est-ce pas? À 14 ans, je n'avais même pas encore acquis la conscience de soi. Et maintenant, Rokuro, à 14 ans, commence à se motiver pour poursuivre et vaincre Shimon. Il sait que ce sera difficile, mais il commence à sourire en pensant au jour où il deviendra plus fort que lui. Le lendemain matin, Bene et Rokuro se rendent à l'école. Mais pendant la pause déjeuner, Bene sent la présence d'un Kegari à proximité. Elle s'excuse donc immédiatement et quitte l'école plus tôt que prévu. Rokuro la voit partir, mais décide de ne pas la suivre. Mayu, quant à elle, finit par lui demander pourquoi il s'intéresse tant à la nouvelle élève, et de l'autre côté de l'écran, on voit que les deux figurants ont du mal à faire face seuls à tant de Kegari, et que le plus gros problème est le gros Kegari qui vient vers eux. Heureusement pour eux, Bene arrive juste à temps, détruit le démon, et leur dit immédiatement de se calmer car elle va s'occuper de tout maintenant. Le lendemain matin, elle se rend à l'école comme d'habitude, et à l'entrée, elle se fait intercepter par Mayu, qui lui demande si elle veut s'asseoir avec elle aujourd'hui. Bene l'ignore et avance, mais il semble que la fille la suive. Mayu tente d'approcher Bene pendant le cours d'éducation physique et à d'autres moments de la journée, mais elle est froidement ignorée. Plus tard dans la journée, alors qu'elle s'apprête à partir, Mayu l'interrompt à nouveau et lui dit qu'elle veut être son amie. Bene lui répond qu'elle travaille dans un environnement très dangereux et que c'est pour cela qu'elle ne se fait pas d'amis. Mayu commence à penser qu'elle est une sorte de yakuza, mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, Bene repart chez elle. En chemin, Rokuro l'interpelle par derrière et tente d'engager la conversation. Mais il est immédiatement attaqué par sa parente, qui ne veut pas qu'elle se laisse berner par cet imbécile de bas étage. Bene se remet à marcher, et lorsqu'il rentre chez eux, il découvre que Ryu est sorti de l'hôpital. Tout le monde organise une fête avec Pixar et tout le reste. Puis ils se remettent à parler, et Ryu dit aux deux figurants qu'ils devront faire un autre exorcisme demain. Mais Bene leur dit immédiatement qu'elle y va aussi. Ils étaient de tous heureux que les choses se passent bien, quand soudain Rokuro ouvre la bouche et dit qu'il aimerait aussi y aller, car Ryu est peut-être encore affaibli par ses dernières batailles. Tout le monde se tait, ce qui fait honte à Rokuro. Il agit comme Matsundere et dit qu'il s'ennuie de tout et qu'il va donc les accompagner. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Ryu le prenne immédiatement dans ses bras et lui dise qu'il serait ravi de sa compagnie pendant l'exorcisme de demain. Le lendemain matin, Bene se prépare, et lorsque les 3 garçons sont prêts dans leur équipement, Rokuro crie et descend en courant, leur demandant de l'attendre parce qu'il s'est levé tard aujourd'hui. Ils lui répondent de ne pas s'inquiéter, et Bene part en courant, se souvenant de la demande de Ryo de laisser Rokuro s'occuper de cet exorcisme, car il veut voir si Rokuro va vraiment redevenir un exorciste. Pendant qu'elle court, Mayu l'intercepte une fois de plus, disant qu'elle court pour perdre du poids, quand soudain, l'estomac de Bene commence à gargouiller, et Mayu l'emmène avec elle. Pendant ce temps, Rokuro se bat, et il utilise rapidement son talisman pour mettre de l'énergie dans les pierres, et les utiliser comme des balles pour faire exploser un groupe de Kegar en une seule fois. Au même moment, Ryo achève un autre démon à l'intérieur du cube que les garçons ont capturé.
Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, un autre groupe de Kegar émerge du sous-sol et tente d'encercler Rokuro. Mais il se replie immédiatement vers les autres. Ryo reprend la tête et ils avancent tous ensemble pour tenter de vaincre les monstres. Pendant ce temps, Mayu emmène Bene au restaurant et commande son plat préféré pour qu'elle devienne son amie. Mais alors qu'elle discute, tout le restaurant tremble soudain. Les lumières s'éteignent et Bene sent immédiatement qu'il y a quelque chose de dangereux. À l'intérieur du portail, un Kegar géant apparaît, détruisant tout sur son passage. Et lorsque Ryo tente de l'attaquer, le démon l'écarte simplement comme une mouche à moitié morte. Les deux garçons tentent immédiatement de créer une barrière devant eux pour piéger le monstre, mais celui-ci s'éloigne et détruit facilement leur talisman avant d'essayer de les attaquer à nouveau. De l'autre côté de l'écran, Bene sort du restaurant et elle voit rapidement une séparation entre le monde réel et le monde du portail. Et lorsqu'elle regarde à l'intérieur du restaurant, elle voit le chef se faire attaquer par une bande de Kegar. Elle attrape immédiatement un talisman et essaie de traverser le portail en laissant Mayu seule. Pendant ce temps, les Kegar tentent d'attaquer Rokuro. Mais Ryo saute entre eux et part le coup. Mais il finit par être assommé. Rokuro regarde autour de lui et voit toute son équipe vaincue, ce qui le met en colère. Il se dirige vers le Kegar et sort son talisman spécial, puis utilise sa magie pour placer le gantelet enflammé sur son bras. Le Kegar tente de le frapper, mais il saute facilement sous l'attaque et se précipite sur ses bras pour lui asséner un coup de poing qui le détruit complètement. De l'autre côté, Benyo s'occupe du Kegar et sauve le chef. Puis elle retourne à travers le portail. Et dès qu'elle arrive dans le monde réel, Mayu la serre dans ses bras et commence à pleurer, disant qu'elle a eu peur pour elle. Benyo n'arrive pas à digérer ses émotions, mais commence à la serrer dans ses bras, acceptant enfin une amitié. Ils commencent à marcher et Mayu dit à Benyo qu'elle connaît les exorcistes parce que son grand-père est un ancien maître de l'un des dortoirs. Soudain, Benyo réalise que l'ancien maître de leur dortoir doit être le grand-père de Mayu, et Mayu réalise que cela signifie que Benyo doit vivre avec Rokuro, alors elle court immédiatement au dortoir. Ils trouvent Rokuro et les autres qui viennent de revenir de leur exorcisme, mais dès que Mayu voit Rokuro, elle lui saute dessus et commence à le battre pour ne pas lui avoir dit qu'il vivait avec Benyo depuis le début. Le lendemain matin, Arima se rend dans leur dortoir, visitant tout le groupe légendaire qui va à la plage. Il dit à Benyo et Rokuro qu'il a un test spécial pour eux deux, les fait monter dans sa voiture et s'en va. Rokuro semble confus, car il ne sait pas où on l'emmène. Il se plaint qu'ils vont dans des quartiers résidentiels, mais Arima leur dit de se taire, car ils ne savent rien de l'entraînement rigoureux qui les attend. Il s'arrête alors devant un gigantesque manoir et gare la voiture. En entrant, il leur explique qu'il s'agissait de sa maison de vacances, où il réunissait les filles de son travail pour leur enseigner l'exorcisme. Il leur montre ensuite l'immense espace, en leur donnant plusieurs zones pour s'entraîner. Benyo semble impressionné par l'académie, mais Rokuro pense toujours que quelque chose ne va pas. Ses soupçons se concrétisent lorsque Arima les emmène dans une pièce spéciale, éclairée par une lumière ambiante. L'endroit est recouvert de rideaux et dispose d'un magnifique lit en forme de coquillage. Au cours de cette visite du manoir, il leur annonce que désormais, Rokuro et Benyo sont les propriétaires de ce manoir et que leur mission est désormais d'apprendre à s'aimer, afin de faire un bébé le plus tôt possible et de l'élever avec beaucoup d'amour et de haine pour les Kegari. Roku, en bon japonais, donne un coup de pied à Arima contre le mur. À ce moment-là, une porte s'ouvre et le maître entre dans la pièce, affirmant qu'on lui a volé tous ses biens. Rokuro descend et constate que ses affaires ont déjà été déplacées. Arima dit alors à Rokuro qu'en tant qu'exorciste en chef, c'est à lui de veiller à ce que la prophétie s'accomplisse, et renforce ses propos en disant que Rokuro ne peut pas mourir vierge. Il quitte ensuite la maison en disant qu'il les appellera une fois qu'ils se seront installés. Quelque temps plus tard, Rokuro entre dans sa chambre et devient immédiatement nerveux, car c'est la première fois qu'il a affaire à une vraie fille. Pendant ce temps, Benyo, en adulte, reste calme dans sa chambre. Elle regarde simplement autour d'elle, se rend compte que son lit n'est pas au bon endroit et commence à le déplacer. Elle n'arrive pas à déplacer le lit pour une raison quelconque, quand soudain toute la pièce commence à basculer, et ils sont obligés de s'appuyer contre le mur, jusqu'à ce que, de nulle part, la cloison entre les deux pièces s'ouvre. Soudain, un écran s'allume et Arima leur annonce qu'il s'agit de l'une de leurs missions les plus sérieuses, car ils vont devoir défaire un enfant. Il précise également que toute utilisation de la magie a été annulée et qu'ils devront donc simplement utiliser leurs capacités physiques et collaborer entre eux pour s'échapper de cet endroit s'ils ne veulent pas avoir d'enfant. Après la disparition d'Arima, Rokuro examine la pièce et découvre qu'ils vont devoir sauter d'un lit à l'autre pour atteindre la clé de la fente, car ce n'est qu'avec elle qu'ils pourront ouvrir la bouche d'aération et s'enfuir de cet endroit. Benyo se prépare, mais Rokuro lui dit d'attendre, tandis qu'il saute et essaie de grimper sur le premier lit, mais glisse et tombe la tête la première dans le mur. Benyo se moque de lui, et avec beaucoup de grâce, elle saute sur le lit, puis aide Rokuro à se relever.
Il finit par tomber sous elle, et c'est alors qu'il sent une fille pour la première fois. Il est ensuite relevé par Benyo, et ils prévoient maintenant d'agir ensemble pour réaliser leur objectif de s'échapper. Mais Rokuro échoue parce qu'il est un garçon innocent et reçoit un coup de genou au visage. Malheureusement, ils tombent tous les deux et se relèvent finalement, mais font à nouveau la même erreur. Et dans une nouvelle tentative, Benyo le fait se concentrer, et ils réussissent à sauter jusqu'au dernier lit. Après cela, elle lui lance rapidement une corde qu'il utilise pour grimper. Enfin, le dernier défi semble être d'atteindre le tournevis et d'ouvrir les bouches d'aération. Pour ce faire, ils doivent travailler ensemble. Alors Rokuro se baisse et Benyo grimpe sur lui pour atteindre le tournevis. Elle ouvre rapidement les bouches d'aération et tous deux montent dans les luminaires sombres et commencent à se déplacer. Soudain, Rokuro reçoit un appel d'un des figurants qui lui annonce une sinistre attaque des Kegar et qu'ils ont besoin d'urgence de son énergie et de celle de Benyo. Ils commencent à se déplacer rapidement dans les conduits avec une torche et atteignent finalement un écran qui leur dit que s'ils veulent passer, ils devront répondre correctement aux questions, sinon ils devront recommencer depuis le début. Rokuro est furieux contre Rima, mais Benyo lui dit de se concentrer sur la tâche à accomplir, et ils finissent par penser à la réponse. Mais ce n'est qu'après que Rokuro a réussi à utiliser son cerveau, à répondre correctement et à ouvrir une porte sous eux qui les conduit en toute sécurité à l'extérieur. Benyo s'empare immédiatement de son talisman pour aider les garçons. Pendant ce temps, les garçons ont beaucoup de mal à affronter un Kegare qui les a acculés et veut les achever. Mais heureusement, Rokuro arrive juste à temps et le repousse avec son attaque de feu habituelle. Le Kegare est furieux et tente de l'abattre, mais Benyo arrive juste à temps et enfonce ses épées dans le dos du démon. Kegare se met à rouler pour essayer de la faire tomber, mais Rokuro grimpe rapidement sur un bâtiment et lui dit de reculer. Il saute pour donner un énorme coup de poing qui repousse le monstre avant de le réduire en miettes. Tout le monde semble très heureux et Rokuro se rend soudain compte qu'un des nœuds dans les cheveux de Benyo semble se détacher. Elle panique immédiatement et dit qu'il lui a été donné par son frère et qu'il est extrêmement important. Elle commence à fouiller partout, pensant l'avoir perdu pendant le combat, mais Rokuro l'attrape et la ramène au manoir, où il saute rapidement dans la bouche d'aération et s'empare de la tache de cheveux. La belle et brève attitude de Rokuro fait que Benyo ne le voit plus comme un idiot, et elle rougit même. Plus tard, ils dînent ensemble, et au moment où Benyo va se coucher, Rokuro lui demande des nouvelles de son frère. Elle se lève et dit qu'ils étaient jumeaux, et qu'elle l'a toujours admiré parce qu'il était bien meilleur qu'elle dans tous les domaines. Il lui a offert ses barrettes lors d'un festival. Mais après le divorce de leurs parents, ils se sont séparés eux aussi, jusqu'au jour où elle a appris que son frère était mort, en essayant de protéger ses amis lors d'un exorcisme. Après avoir entendu cela, Rokuro la réconforte et lui dit qu'il n'a pas de parents, et qu'il est seulement un exorciste, parce qu'il a été élevé par des exorcistes depuis qu'il est tout petit, et cela rend le lien entre eux plus fort que jamais. Après cette agréable conversation, ils se rendorment tous les deux, mais pas dans le même lit, du moins pas encore. Le lendemain matin, Mayu se rend dans son manoir pour rencontrer Roku, car elle vient d'apprendre qu'il n'est là que pour faire l'amour, et rien de plus. Mais il met rapidement les choses au clair, disant qu'il ne veut rien avoir à faire avec ça, et qu'ils sont forcés par l'exorciste en chef, Arima. Mayu s'approche à nouveau de Roku, et lui demande pourquoi il fait tout cela, puisqu'il ne veut plus faire partie du monde des exorcistes. Roku lui répond qu'il est déjà redevenu exorciste. Elle se met à lui crier dessus, disant qu'elle ne veut pas le voir souffrir à nouveau, car cela lui fait plus de mal qu'il ne peut l'imaginer. Soudain, Benyo dit que Roku a un pouvoir incroyable et que ce pouvoir a permis de sauver plusieurs personnes jusqu'à présent, dont elle-même, qui serait probablement morte s'il n'avait pas été là. Mayu insiste toujours sur le fait qu'il ne servirait à rien de sauver des gens s'il mourait lui-même, et elle dit tout cela les larmes aux yeux. En réponse, Roku la remercie de penser autant à lui après avoir appris qu'il avait recommencé à pratiquer des exorcismes, mais s'il pouvait sauver une seule vie, cela en vaudrait la peine, même s'il mourait. Mayu pleure encore plus et quitte la maison, marchant tristement vers sa propre maison, et se rappelant comment elle a trouvé Roku seul près de la rivière, pleurant et brûlant tous les talismans qu'il avait parce qu'il n'avait pas été capable de sauver ses amis. Tout en marchant, elle voit soudain une fille dans le reflet du miroir, mais lorsqu'elle regarde, il n'y a plus personne. Elle pense qu'elle a des hallucinations et se remet à marcher, tout en retournant au manoir. Benyo était en train de prendre son déjeuner, et soudain il voit un porte-bonheur vert, que Roku dit être celui de Mayu parce qu'elle le porte depuis qu'elle est enfant. Benyo découvre immédiatement qu'il s'agit d'un talisman, et dit à Roku qu'il doit le lui rendre, car il a caché sa magie au monstre, la protégeant ainsi de toute attaque. Roku est surpris et court immédiatement après Mayu. Alors que Mayu marche, elle sent soudain qu'on l'a attrapée
et regarde à nouveau derrière elle, pour ne voir personne. Mais lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle voit une fille à l'air sale qui s'accroche à elle. Elle est trop stupéfaite pour dire quoi que ce soit, quand soudain la jeune fille lui sourit de manière inquiétante et l'entraîne dans un autre monde. À son réveil, elle se retrouve dans un endroit totalement différent, entourée d'un terrain vague rouge, et elle a très peur. Elle regarde autour d'elle et voit la fille rire comme une folle avec des yeux rouges, avant de devenir un Super Saiyan et de se transformer en une demi-pieuvre géante. Elle attrape immédiatement Mayu avec ses tentacules, ce qui me rappelle quand j'avais 18 ans et que je regardais ce genre de contenu toute la journée et que je le recommandais même ici sur ma chaîne. La créature la rapproche, où elle voit une bande de monstres qui attendent de la dévorer. Elle se met à pleurer, espérant que quelqu'un la sauvera, et alors qu'elle est sur le point d'être engloutie, Roku apparaît et donne un coup de poing très puissant au visage du monstre, dans un élan de pure rage. Sous l'effet de l'impact, le démon la laisse tranquille, et il la relève immédiatement en lui demandant si elle va bien. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il la sauvera, et elle finit par tomber inconsciente d'épuisement. Il la dépose sur le sol et se tourne vers le monstre, prêt à lui donner une leçon, alors qu'il se tient devant lui. Soudain, même Benio apparaît, disant qu'il devrait s'occuper de Mayu pendant qu'elle vainc ce Kegar. Mais il refuse, car il veut le tuer à main nue. Ils commencent à attaquer, et tandis que Roku donne des coups de poing, Benio essaie de le couper en morceaux, mais à leur grande surprise, ce Kegar est beaucoup plus fort que tous les autres monstres qu'ils ont affrontés jusqu'à présent. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir à un plan, le Kegar est soudainement découpé par plusieurs coups magiques, et il est anéanti en quelques secondes, sous leurs yeux. Au même moment, un homme à l'air endormi apparaît, disant que cela aurait dû être une tâche facile pour eux. Il s'approche de Mayu pour s'assurer qu'elle n'est pas morte, avant de se tourner vers Roku et de lui demander comment il va, alors qu'il tremble sur son siège. Il s'avère que ce type s'appelle Suijin et qu'il est également l'un des 12 gardiens. De plus, il est le père de Mayu et le maître de Roku et Ryo, car c'est lui qui leur a enseigné tout ce qu'ils savent. Roku essaie d'être gentil avec lui, mais Suijin ne l'accepte pas et commence à le punir, tandis que Benio regarde la situation se dérouler. Il attrape ensuite le bras de Roku et lui dit qu'Arima lui a parlé de son retour à l'exorcisme et lui demande s'il pense vraiment vouloir redevenir exorciste. Roku baisse les yeux avant de dire qu'il ne veut pas être le plus fort et qu'il ne se soucie même pas des prophéties, mais qu'il ne peut pas laisser les gens autour de lui se faire blesser. Suijin le gifle et Roku tombe au sol. Suijin dit alors que tout ce que dit Roku est de l'idéalisme dont personne ne se soucie, mais Roku se relève et dit qu'il est sérieux. Entendant cela, Suijin s'approche de lui et le défie de se battre, afin de voir si toutes les bravades de Roku sont réelles. Roku semble surpris, mais Suijin répète qu'il ne se laissera pas faire. Il vaudrait mieux que Roku se batte aussi avec l'intention de tuer. Le combat commence, et Suijin ramasse immédiatement un talisman, avant de l'utiliser pour créer des balles de pierre, qu'il tire sur Roku, qui esquive de justesse chaque attaque. Ses coups sont très similaires à ceux de Roku, mais Benio se rend compte que la magie et la puissance de l'attaque de Suijin sont incomparables. Soudain, Roku utilise une balle de pierre géante pour tenter d'écraser Suijin, mais celui-ci lui montre que la taille n'a pas d'importance, avant de faire exploser l'énorme rocher avec sa petite pierre. Roku est étonnamment préparé à cela, et en sort prêt à donner un coup de poing. Mais Suijin utilise immédiatement sa magie, prend le talisman de Roku et attrape son coup de poing, puisque le gantelet a déjà disparu. Il dit à Roku qu'il sent qu'il ne veut pas le blesser, même s'il lui a dit de se battre avec tout ce qu'il a. Suijin prétend alors qu'il n'est pas digne d'être traité comme un homme et dit qu'il n'est pas digne de son talisman, avant de l'émietter et de le mettre dans sa poche. Roku tente de récupérer le talisman, mais Suijin lui donne un coup de pied au sol, avant de se dresser sur lui et d'affirmer qu'il ne pourra jamais être un bon exorciste. Il traite Roku de faible et lui rappelle ce qui s'est passé il y a des années, ce qui éveille l'intérêt de Benio, qui demande ce qui s'est passé. Suijin se retourne et lui demande si elle ne sait pas ce qu'il a fait lors de la catastrophe, ce à quoi elle répond par un hochement de tête. Il raconte à Benio que les mains de Roku sont tachées de sang. Suijin poursuit en disant qu'il y a 2 ans, une catastrophe s'est produite dans le dortoir où vivait Roku, où, selon les nouvelles, des Kegars sont apparus du portail, tuant tous les stagiaires qui vivaient de là, et le seul survivant était Roku. Benio est très ennuyé parce que son frère, après leur séparation, s'est rendu dans ce dortoir et y a été tué par l'un des Kegars. Suijin révèle alors avec sadisme que pas un seul Kegar n'est apparu du portail ce jour-là et qu'ils ont tous été tués par son cher ami Roku, qui a perdu le contrôle de son pouvoir ce jour-là. Jenny n'en croit pas ses yeux et s'approche de Roku, l'air peiné, pour lui demander si tout cela est vrai. Mais malheureusement, Roku se contente de baisser les yeux, incapable de parler. Suijin poursuit en disant qu'un de ses amis d'enfance appelé Yudo était le frère de Benio.
Et cette information le prend complètement par surprise, car il n'avait aucune idée que leur vie était liée à ce point. Johnny grince des dents et pose à nouveau des questions sur la tragédie, et finalement Roku accepte la vérité, en disant que Suijin ne ment pas. Johnny perd alors le contrôle et prend son épée, la pointe vers Roku et le défie de se battre. Roku ne répond pas, il a simplement l'air abattu et vaincu, tandis que Suijin abaisse calmement les mains de Benyo, affirmant qu'il y a encore quelque chose qu'il ne lui a pas dit. Soudain, ils entendent un bruit, et un garçon encapuchonné s'approche d'eux, appelant Roku comme s'il s'agissait d'un ami perdu depuis longtemps. Roku est choqué d'entendre sa voix, tandis que Suijin le regarde et comprend immédiatement qu'il s'agit de Yudo. Yudo s'approche et enlève sa cape pour révéler ses cheveux bleus et son cache-œil. Johnny reste sans voix et tente d'appeler son frère, mais aucune voix ne sort de sa gorge. Suijin dit à Yudo qu'il attendait qu'il se montre pour enlever le talisman, mais Yudo se moque de lui et menace de mort le maillon le plus faible s'il bouge d'un centimètre. Suijin est contraint de s'arrêter, mais le choc de Roku se transforme en colère intense lorsqu'il crie à Yudo en lui demandant comment il est encore en vie. Yudo se moque simplement de lui en disant que la blessure qu'il lui a infligée est complètement guérie et qu'il est ici pour raviver leur relation. Cette raillerie suffit amplement à Roku, qui se précipite sur lui, furieux. Mais Yudo claque des doigts et des cordes magiques sortent du sol, saisissant complètement Roku. Suijin est surpris, car il n'a même pas utilisé de talisman pour cette magie. Il s'approche de Roku et commence à se moquer de lui à cause de ses amis, et le ridiculise pour être si inutile, tandis que Roku lui crie dessus, lui demandant ce qu'il a bien pu faire avec les deux enfants il y a 2 ans. Il s'avère qu'il y a 2 ans, seuls Roku et Yudo étaient assez forts pour accomplir des missions et tuer les Kegare, tandis que les autres enfants étaient encore en formation. Parmi eux, Roku était de loin le plus fort, suivi de Yudo, et tout le monde voulait leur ressembler. Un jour, Yudo réunit la plupart des enfants dans une pièce et leur promit qu'il les rendrait tous aussi forts que Roku. Ils se sont donc tous réunis dans une pièce où Yudo a préparé une sorte de rituel et a fermé la porte avant de commencer une magie noire. Pendant ce temps, Roku revient et demande aux 2 filles qui étaient en bas où sont les autres. Elles lui répondent qu'elles sont dans la chambre de Yudo, et Roku n'en fait pas grand cas. Il décide d'aller manger du pudding, mais lorsqu'il essaie d'ouvrir la porte, il n'y arrive pas. Il en parle à l'une des filles, quand soudain, l'autre fille de l'émission est emportée par une force mystérieuse. Ils la suivent immédiatement et la trouvent effondrée sur le sol, ne bougeant pas d'un poil. Juste derrière lui, il trouve l'une des filles en train de pleurer, disant que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Elle lui demande d'arrêter le Yudo le plus vite possible et lui dit qu'elle ne veut pas devenir une Kegari. Soudain, elle commence à se transformer et devient un énorme monstre juste devant elle. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le dortoir entier est rempli de Kegaris, qui étaient tous les amis de Rokuro. Roku et la fille aux cheveux verts tentent immédiatement de sortir, mais la porte est fermée à clé. L'un des Kegari attrape la fille par derrière et ouvre la bouche, bavant sur elle tandis qu'elle crie à l'aide. Mais le corps de Roku est gelé, et il ne peut rien faire. Il est donc forcé de regarder la fille se faire dévorer sous ses yeux. En voyant cela, Roku sombre dans le désespoir, qui se transforme bientôt en une rage sans fin. Belle n'en croit pas ses oreilles, et reste là, incapable de comprendre comment un humain peut devenir un Kegari. Seigin lui explique alors qu'il s'agit de la corruption Kegari, qui n'est connue que de quelques personnes assez courageuses pour s'adonner aux arts obscurs. C'est l'une des choses les plus maléfiques que les gens aient jamais faites pour essayer d'obtenir plus de pouvoir. Yudo a utilisé les enfants du dortoir comme des cobayes pour découvrir le degré de puissance qu'il pouvait acquérir et comment parfaire sa transformation. En d'autres termes, il lui dit que le responsable de la tragédie n'est pas Roku, mais son frère, Yudo. Belle refuse de le croire, affirmant que son frère est la personne la plus gentille qu'elle ait jamais vue, et qu'il ne ferait jamais cela. Mais Yudo lui-même prend la parole et dit à Belle de se taire, car sa voix est trop agaçante pour lui. Il dit qu'il en a assez de l'entendre radoter, et Séguin lui répond qu'elle devrait accepter la réalité, car Yudo a toujours trompé ses proches, et dans sa vraie nature, c'est un homme cruel et méchant. Belle lui demande si tout le temps qu'ils ont passé ensemble n'était pas aussi un mensonge, et il la détruit encore plus en disant qu'il ne l'a jamais aimée, qu'il la prenait pour une sœur stupide, qui ne pouvait pas le suivre, et qu'il la considère comme l'une des pires choses qui lui soient jamais arrivées. Belle est stupéfaite, tandis que Roku devient si furieux qu'il commence à briser les cordes magiques avec sa seule force physique, se dirigeant vers Yudo, disant que peu importe ce qu'il fait maintenant, il ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait. Il brise la dernière corde et court vers Yudo, quand soudain sa reine se transforme en un gantelet enflammé.
Seguin est choqué de voir que Roku a fait cela sans talisman. La poussière se dissipe et Seguin se rend compte que Roku a perdu le contrôle de lui-même une fois de plus, car il devient fou de rage et ses yeux deviennent rouges alors qu'il attaque Yudo. L'attaque est facilement arrêtée par Yudo, qui ne se laisse pas décourager et dit à Roku qu'il a un contrôle total sur lui. Avant de le projeter contre le mur, Roku se relève une fois de plus et tente d'attaquer, mais il est à nouveau frappé. Roku croit que la troisième fois est la meilleure et recommence, mais il est à nouveau projeté. Roku n'accepte pas ce jeu de tennis et continue à le repousser encore et encore, tandis que Roku l'attaque sans relâche, sans se soucier de rien. Benio regarde de loin, incapable de croire que c'est son frère qui est le méchant. Maintenant que Roku est complètement perdu dans sa rage, il continue d'avancer en donnant un coup de poing encore plus fort qu'avant. Mais soudain, Jenny apparaît entre eux et tente de bloquer le coup avec son épée. Roku reprend ses esprits après l'avoir vu, mais il ne peut s'empêcher de renvoyer Benio dans un conteneur. Et elle dit qu'elle a fait cela parce qu'elle ne pouvait pas le regarder se perdre à cause de la colère qui l'habitait. Yudo arrive derrière lui et dit à Roku qu'il a toujours su qu'il était puissant. Alors il lui offre une position à ses côtés, promettant de le rendre plus puissant que jamais. Mais Roku lui dit qu'il préférerait mourir plutôt que de s'allier à lui. En réponse, Yudo sourit simplement, disant qu'ils se rencontreront bientôt et qu'en attendant, Roku doit devenir plus fort pour ne pas s'ennuyer. Cela dit, il s'en va enfin. Yu Seigen dit à Roku de ne pas le suivre et ouvre un portail tout en attrapant Mayu. Ils entrent dans le monde réel par le portail. Yu Seigen emmène Mayu, tandis qu'Abenio se met immédiatement à genoux et s'incline devant lui, lui demandant pardon pour la douleur que son frère lui a causée pendant toutes ces années. Roku lui dit de garder la tête haute, car c'est aussi sa faute. Il affirme qu'il a vécu longtemps avec Yudo et qu'il aurait dû connaître la nature de son ami. Selon lui, s'il avait poursuivi Yudo il y a 2 ans, rien de tout cela ne serait arrivé. Rokuro poursuit en disant qu'il s'est rendu compte d'une chose. Il a fui le combat parce que cela lui fait mal de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 2 ans. C'est pour cette raison qu'il ne s'est pas amélioré au cours des 2 dernières années. Il se lève et promet de devenir fort et de vaincre Yudo. Abenio se lève et dit qu'elle veut devenir plus forte avec lui, afin de faire payer son frère pour ses péchés. Quelques jours passent, et Roku se tient devant un miroir et se souvient qu'il est allé voir Sagan et lui a demandé de l'aider, mais il leur dit à tous les deux qu'il n'a pas assez de temps pour cela, avant de rendre le talisman à Rokuro et de s'en aller. Soudain, Abenio entre dans la salle de bain et lui demande de libérer les toilettes, car elle doit les utiliser. Plus tard, il se rend dans le salon et découvre une belle femme assise sur le canapé avec des fleurs autour d'elle. Abenio descend également et la reconnaît immédiatement avant de la saluer. Elle lui dit que cette femme est Subaru, qui est aussi l'un des 12 gardiens, et qu'elle lui présente son professeur, une autre étrange figure féline qui s'appelle Tatara et qui est aussi l'un des 12 gardiens. Mais les gens ne savent pas grand-chose de lui, ou d'elle, qui sait. Soudain, Roku se rend compte que si Subaru est l'une des 12 gardiennes, elle doit être très forte et lui demande de l'entraîner pour qu'il devienne plus fort. Abenus suit son exemple et s'incline, la suppliant de les entraîner. Et étonnamment, elle accepte assez facilement, disant que l'entraînement commencera le lendemain matin. Puis le jour suivant, elle leur demande de se rendre dans un endroit spécial, sous prétexte d'entraînement, qui est en fait une boutique où ils sont tous les deux équipés pour des vêtements. Après cela, elle fait de leur entraînement un rendez-vous et les force à passer du temps ensemble. Ils semblent avoir du mal à le faire. Et finalement, après qu'ils soient épuisés, Roku achète à Abenio un tas de nourriture, ce qui la rend plus heureuse, et ils s'assoient au bord de la rivière, là où ils se sont rencontrés, et s'arrêtent un moment pour qu'Abenio puisse dévorer toute la nourriture. Ils discutent de la vie quand soudain un Kegari surgit de nulle part, les prenant par surprise. Abenus ouvre immédiatement le portail et les deux entrent, pour découvrir un nombre impressionnant de Kegari qui les attendent. Roku sort immédiatement son talisman et l'utilise pour activer son pouvoir, tandis qu'Abenio utilise ses incantations et se prépare à abattre tout ce qui se présentera à elle. Mais soudain, elle se rend compte que Roku semble avoir du mal à contrôler son bras, car il tombe à genoux en proie à une vive douleur. Et lorsqu'Abenus tente de l'aider, il perd le contrôle et l'attaque. Elle esquive à plusieurs reprises, tandis que Roku fait de son mieux pour reprendre le contrôle. Mais craignant de ne pas pouvoir se maîtriser, il demande à Abenio de la faire fuir. Mais Abenus est déterminé et utilise sur lui un de ses talismans de tranquillité, qui consomme beaucoup d'énergie, mais qui le calme suffisamment pour qu'il reprenne le contrôle de sa main. Il est choqué de voir qu'Abenus a pu le faire, mais son énergie retombe rapidement
et elle s'agenouille. Ils se préparent à affronter les Kegari et Roku bondit en avant, tuant de nombreux monstres. Mais Abenyo est trop faible et tombe à nouveau, incapable de se défendre. Un groupe de Kegaris l'attaque, mais Roku court immédiatement pour la protéger, avant de l'attraper fermement pour s'assurer qu'elle ne soit pas blessée. Soudain, un groupe de Kegaris meurt derrière eux, et ils se retournent pour voir que tous les Kegaris autour d'eux ont été complètement détruits par Subaru elle-même. Alors qu'elle s'approche d'eux dans sa robe victorienne, ils sont immédiatement encerclés à nouveau, mais Subaru leur dit de se calmer en sortant son talisman et en tirant un pistolet de son éventail. Elle commence immédiatement à tirer sur les Kegaris, les tuant tous d'un seul coup, avant d'attraper un autre pistolet. La vague de Kegari ne semble pas vouloir s'arrêter et elle est obligée d'invoquer ses armes géantes. Elle décide de passer en mode Rambo et prend un fusil à pompe avant de commencer à faire exploser tout ce qui bouge autour d'elle, obligeant même les gens à rester immobiles de peur de se faire tirer dessus. Roku remarque que Tatara est également attaqué, mais sans bouger d'un centimètre, tous les Kegaris autour de lui sont détruits. Subaru lui dit que personne ne connaît les pouvoirs de Tatara, qu'il est considéré comme très fort, que sa vie est un mystère même pour les 12 gardiens, et qu'il pourrait être une femme. Elle continue à frapper ses ennemis, et bientôt, elle donne un énorme coup qui tue tous les Kegaris autour d'eux. Roku et Bene sont choqués par sa résistance et ses capacités magiques, car elle n'a même pas versé une goutte de sueur. Plus tard dans la soirée, Roku et Bene rentrent de leur rendez-vous et découvrent que la maison a été entièrement rénovée et ressemble à un palais. Il est confus lorsque Subaru se retrouve soudain dans une situation délicate et découvre qu'il s'agit d'une femme au corps puissant, ce qui le fait évidemment rougir comme une tomate, et il sent son épée se réveiller comme jamais auparavant. Bene s'en rend compte et le met à la porte, le traitant de pervers. Le lendemain matin, Roku est chargé de faire de la broderie aux côtés de Bene, mais il n'y arrive pas et prétend que Subaru ne fait que profiter d'eux. Mais Bene pense qu'elle doit faire cela pour une raison, et réalise alors qu'elle le fait pour augmenter leur concentration. Car Roku perdant le contrôle de son propre bras, il pourrait être tué à tout moment. Plus tard, il prépare du thé pour Subaru, qui est resté dans les parages, pour leur donner des ordres. Elle lui donne du thé, mais elle fait un peu d'agitation avant de le prendre, tandis que Bene court vers elle, avec quelque chose à manger en même temps que le thé. Elle demande à Roku de lui masser les épaules, mais ce dernier en a assez, et commence à lui jurer d'arrêter de les embêter. Il se souvient qu'il a été très faible ces derniers temps, au point de perdre le contrôle de lui-même à plusieurs reprises. Et à chaque fois, c'est Bene qui l'a sauvé. Subaru se contente de rire et leur dit que tout entraînement serait inutile, car ils ne peuvent pas penser en équipe. Elle leur dit qu'en tant qu'équipe, ils devraient être capables de comprendre les signaux non-verbaux très facilement pour être prêts à toutes circonstances. Mais ils sont incroyablement mauvais quand il s'agit de se comprendre les uns les autres. Bene dit qu'elle comprend parfaitement Roku, mais Subaru se contente de rire et propose une partie de cache-cache. Elle leur dit que si tous les deux parviennent à trouver où elle se trouve, elle commencera à les prendre au sérieux et procédera à un entraînement rigoureux. Roku pense qu'il doit être incroyablement facile de trouver quelqu'un comme elle essayant de se cacher, surtout dans une énorme robe comme celle-là. Elle lance alors un compte à rebours et dès qu'il est terminé, elle disparaît dans les airs. Ils se mettent immédiatement à la chercher dans toute la maison, mais ne la trouvent qu'à nulle part. Bene appelle Roku, qui court vers elle et la trouve dans sa chambre, un magazine à la main. Il s'avère que dans cette chambre, ils ont trouvé un mot dans lequel Subaru disait qu'elle allait sortir. Bene part, et Roku court immédiatement après elle, mais au bout d'un moment, il l'arrête et commence à se demander où diable ils essaient d'aller. Bene le traite d'idiot, avant d'entendre deux filles parler d'une belle femme, portant une très jolie robe. Roku leur demande immédiatement où elles ont vu la femme, et elles lui indiquent un café. Ils arrivent au café et ne trouvent personne, mais Bene remarque une tasse de thé avec du rouge à lèvres dessus et réalise qu'ils sont proches de la trouver. Roku demande à la serveuse où est allée la femme qui était assise, et elle lui répond qu'elle est allée dans un magasin de vêtements. Ils se rendent immédiatement au magasin de vêtements le plus proche, où le propriétaire leur dit qu'ils viennent de la perdre, car elle est entrée dans un magasin d'antiquités. Ils se précipitent vers le magasin d'antiquités et apprennent que la femme avait faim et qu'elle est allée dans un restaurant, ce qui les oblige à s'y rendre. Dans le restaurant, le serveur leur demande s'ils sont des amis de Subaru et commence à discuter. Mais Roku se met en colère et dit que ce n'est pas le cas. Mais Roku s'énerve et demande où est passé Subaru, et le serveur lui répond qu'elle a mangé beaucoup de choses et lui dit que ses amis arrivent et qu'ils vont payer. Ils quittent le restaurant épuisé, et tout l'argent de Roku a disparu.
Roku est sur le point d'abandonner les recherches et de s'avouer vaincu. Mais Benio lui dit que s'ils veulent la retrouver, ils devraient penser à ce qu'elle aurait pensé à ce moment-là. Jenny pense qu'elle est peut-être allée à un cours de gym parce qu'elle voulait faire un régime, et Roku est d'accord. Les deux courent rapidement vers un cours de Zumba, où ils aperçoivent enfin l'arrière de ce qui pourrait être elle, mais lorsqu'ils s'approchent pour voir, ce n'est que le postiche. Il leur donne un mot. Il leur dit qu'ils ont bien deviné, mais qu'ils se sont trompés. Ils quittent le bâtiment épuisé, quand soudain toute la zone devient rouge, et ils se rendent compte que le Kegari doit être tout près. Benio ouvre immédiatement le portail, les deux hommes y pénètrent et se préparent au combat, mais ils ne parviennent pas à localiser le monstre. Soudain, ils sont attaqués, mais parviennent à esquiver. Le Kegari s'avère cette fois être une pieuvre géante, qui est apparue dans plusieurs de mes vidéos nocturnes. Roku n'aime pas cette créature, il ramasse immédiatement des pierres et les enchante avant de les lancer sur le monstre, mais la créature esquive toutes ses attaques. Benio saisit immédiatement ses épées et tente d'utiliser sa technique spéciale de danse des lames pour déchiqueter la bête. Mais les attaques n'ont aucun effet sur le corps gras de la pieuvre. Soudain, la créature libère un énorme rideau de fumée qui recouvre toute la zone et sépare Benio et Roku. Ils essaient de s'appeler, mais ne parviennent pas à s'orienter. La pieuvre trouve des ouvertures et attaque Benio et Roku, mais tous deux esquivent les attaques. Roku dégaine immédiatement son talisman, mais s'arrête car il a peur de toucher Benio ou de perdre le contrôle de son bras. Jenny retient également ses attaques de peur de blesser Roku, et avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, le monstre attaque Jenny à nouveau. Et bien qu'elle esquive le premier coup, elle finit par être touchée par le second tentacule et est projetée contre le mur. Roku tente de la rattraper, mais évite de justesse l'attaque et tombe à nouveau au sol. Benio se relève et se rend compte qu'elle ne doit pas anticiper les mouvements du monstre, mais agir en prêtant attention à Roku afin de synchroniser leurs attaques. Roku pense la même chose, et finalement ils se synchronisent et se préparent à l'attaque. Bientôt, les gens les attaquent tous les deux, et Roku décide d'attaquer en utilisant son gantelet pour frapper les tentacules des gens. Benio comprend rapidement ce qui se passe et se précipite immédiatement pour détruire les tentacules. Bientôt, tous deux s'élancent vers le peuple dans une attaque kinergique et ils font un trou dans la créature, la détruisant complètement. Soudain, ils entendent le bruit de quelqu'un qui applaudit et se retournent pour voir Subaru au sommet de l'immeuble à côté de Tatara, qui les félicite pour leur travail d'équipe, disant qu'ils se sont beaucoup améliorés. Tout ça parce que, cette fois-ci, Rokuro a utilisé 1% de son cerveau, au lieu de s'énerver et d'attaquer comme un gamin de 10 ans. Grâce à cela, il a pu cette fois-ci contrôler parfaitement son bras. Ils célèbrent tous les deux leur victoire, avant de se tourner vers Subaru et de lui dire que le jeu n'est pas encore terminé, ce qui signifie qu'ils ont gagné puisqu'ils l'ont trouvé. Subaru se contente de soupirer et disparaît, leur offrant leur fameuse victoire. Le lendemain, elle sort avec Tatara, et en sortant, elle tend un mot à Benio, qui le lit et devient furieux, avant d'aller dans la chambre de Roku et d'y trouver un beau magazine sur la nature humaine. Agacé, Benio le jette, après quoi quelques jours passent sans incident, et Roku continue de s'entraîner pour évoluer le plus vite possible. Il se rend compte que sa puissance a beaucoup augmenté lorsqu'il utilise son coup de poing pour éteindre un tas de flammes. Il pense aux fois où il a perdu le contrôle de son pouvoir et au fait qu'il ne veut plus jamais blesser Benio. Alors il décide d'essayer d'utiliser son pouvoir supplémentaire. Il utilise donc ses coups de poing, mais cette fois-ci en s'assurant qu'aucune des flammes ne s'éteint. Il fait de même avec toutes les bougies restantes, et lorsqu'il se sent satisfait, il se rend compte qu'il ne peut pas vaincre Yudo, simplement en contrôlant sa force. Pour affronter Yudo, il devra utiliser toute sa force, tout en gardant le contrôle. Mais il décide que ce n'est pas la peine d'y penser, et il s'arrête là. Cependant, lorsqu'il s'approche de Benio, il constate que beaucoup de fumée s'échappe de la cuisine. Il court immédiatement et trouve Benio en train de faire cuire quelque chose dans une énorme marmite. L'odeur est très mauvaise et elle ressemble à une scientifique travaillant dans une centrale nucléaire. Il lui demande ce qu'elle est en train de cuisiner et elle lui répond qu'elle a décidé de préparer un super déjeuner sain avec des légumes, des sardines, du thon, des saucisses, des têtes de poulet et des testicules de buffle. Roku la réprimande rapidement, disant que sa nourriture est de la merde et qu'elle ne devrait plus jamais cuisiner de toute sa vie. Mais Benio n'y prête pas attention et dit que son plat est prêt. Roku refuse de manger quoi que ce soit, alors elle lui montre un verre de jus de Tchernobyl qu'elle a créé et qu'elle boit tous les jours pour rester en bonne santé. Elle dit qu'elle a même préparé un verre pour lui aussi, ce qui est très gentil de sa part, mais Roku ne veut toujours pas boire cette merde. Benio le montre comme un bébé et dit que Roku ne doit pas être un vrai mâle et qu'il doit aimer frapper des objets durs et épais. Évidemment,
Roku ne peut pas laisser passer ça, puisqu'il n'a que l'esprit d'un garçon de 10 ans. Alors il avale la boisson lui aussi. Mais la boisson s'avère tellement amère et mauvaise qu'il finit par se rouler par terre sans arrêt en jurant contre elle. Il se lève et dit qu'elle ne sera jamais une bonne épouse en faisant de la nourriture horrible comme ça. Elle s'énerve et lui demande s'il sait cuisiner. Et bien sûr, il répond qu'il sait très bien cuisiner. Elle le regarde avec incrédulité, mais Roku est très confiant en ses capacités. Elle le met au défi de cuisiner, et il accepte facilement le défi et lui dit qu'à partir de maintenant, ils auront une politique de rotation où le déjeuner sera fait par elle et le dîner sera fait par lui. C'est ainsi que Benio finit par découvrir que Roku est bien supérieur à elle en matière de cuisine, et elle finit par le laisser cuisiner avant de lui annoncer qu'elle sort pour la soirée. Roku commence alors à préparer le dîner, et Benio sort et commence à courir le long de la rivière en pensant à son repas maison, quand elle aperçoit de nulle part un couple mère-fille, transportant joyeusement ses courses à la maison pour préparer le dîner. Elle se souvient que sa mère avait l'habitude de demander à son père ce qu'il voulait manger, même lorsqu'ils étaient face à un kegari géant. Ils étaient l'un des exorcistes les plus puissants et travaillaient ensemble en permanence. Pour vaincre les kegari, ils utilisaient simplement leurs incantations et attaquaient les créatures dans une attaque orchestrée qui détruisait les kegari d'un seul coup, ce qui choquait toujours les exorcistes qui les voyaient à l'œuvre. Benio adorait son père et sa mère et leur disait toujours qu'elle voulait leur ressembler quand elle serait grande. Pendant ce temps, Roku prépare le dîner, utilisant toute la cuisine et cuisinant avec tout ce qu'il peut pour préparer le meilleur plat que Benio puisse manger. Il se laisse distraire et finit par brûler quelque chose, mais il parvient à contrôler toute la cuisine. Et c'est ainsi qu'il prépare un magnifique bol de riz avec un œuf au plat, tandis qu'une foule d'ustensiles sont jetés dans l'évier pour être lavés par le lave-vaisselle, qui est en l'occurrence le surnom affectueux que Roku a donné à Benio. Il attend le retour de Benio, puis se rend compte que cela fait longtemps qu'elle est partie et commence à s'inquiéter. Pendant ce temps, Jenny revient à la réalité lorsque Kinako lui dit qu'il devrait rentrer à la maison car il commence à faire sombre, mais Jenny ne semble pas être d'humeur à socialiser et continue de courir dans la même direction. Soudain, ils sentent que quelque chose ne va pas et elle tombe, tandis que Kinako commence à trembler et dit qu'elle sent la présence d'un kegari tout près d'eux et que ce kegari est aussi très puissant. Quelque temps plus tard, Roku arrive sur les lieux en courant avec la nourriture emballée, car il ne voulait pas que Benio mange sa nourriture froide. Il regarde autour de lui, se demandant où elle a pu aller, quand soudain une idée lui vient à l'esprit, et si elle était allée affronter un kegari toute seule. Et c'est exactement ce qui se passe. À l'intérieur du portail, Benio se tient debout, ses épées à la main. Elle ne se soucie pas que son petit ami soit effrayé par les monstres gigantesques qui se trouvent devant lui. Et dès que le titan colossal tente d'attaquer, elle se lève et décide de l'affronter d'un seul coup. Mais à sa grande surprise, le kegari est soufflé, et il en sort quelqu'un qui revient s'écraser sur le sol. Elle le regarde et remarque une créature qui ressemble à une étrange combinaison d'un kegari et d'un humain avec un œil doré. Le type lui demande si elle sait où il peut trouver les exorcistes jumeaux, en disant qu'il la tuera, même si elle répond à sa question. Il commence à compter à rebours, et Benio commence immédiatement à se souvenir de son enfance, car ses parents ont été vaincus et retenus prisonniers par ce même monstre, qui leur a d'ailleurs donné une option à l'époque, celle de choisir entre sauver son père ou sa mère, pendant qu'il compte jusqu'à 10. Elle se lève et finit par dire son nom, ce qui choque un monstre appelé Kamui, qui lui demande comment elle sait à son sujet. Elle ne répond pas et l'attaque immédiatement, mais il s'écarte facilement, tandis qu'elle se met à courir aussi vite qu'elle le peut, en essayant de placer ses attaques, tout en lui demandant s'il n'a pas de considération pour toutes les personnes qu'il a tuées jusqu'à présent. Elle essaie de trouver une ouverture, tout en lui demandant s'il se souvient du couple d'exorcistes qu'il a tué il y a 6 ans. Il ne répond pas, ce qui l'exaspère encore plus, et elle décide d'attaquer. Mais à sa grande horreur, il se contente de donner un léger coup de poing à son épée et de la briser avant d'utiliser une explosion magique pour lui casser la jambe et la faire tomber à terre. Il s'approche et dit qu'il ne se souvient plus du nombre d'insectes sur lesquels il a marché avant de sauter et de lui donner un violent coup de pied au visage qui brise complètement son armure et l'envoie au loin. Il s'approche d'elle, qui gît immobile sur le sol, et lui demande si elle a vécu toute sa vie dans l'espoir de se venger de lui pour avoir tué ses parents. Et si c'est le cas, alors c'était une pathétique démonstration de force de sa part. Il s'approche d'elle et lui met les pieds sous la tête, avant de lui demander comment elle aimerait mourir. Il lui donne 2 options, en disant qu'elle peut mourir écrasée comme ses parents, ou qu'elle peut mourir en se faisant écraser la tête contre le sol. Littéralement, les 2 options sont les mêmes. Il lui dit ensuite qu'elle aura 10 secondes pour se décider. Il commence le décompte et elle se souvient qu'à leur enterrement, elle avait promis qu'un jour elle les vengerait.
et se met à pleurer pendant que Kamui fait le décompte. Elle se sent totalement inutile, car elle n'a pas été capable de faire une seule chose correctement, et Kamui était sur le point de mettre fin au compte à rebours, quand soudain, Roku lui donne un puissant coup de poing qui l'envoie voler loin d'elle. Il reproche à Benyo d'avoir été si imprudent et d'avoir essayé de se battre seul contre un Kegari aussi puissant, alors qu'ils forment une équipe. Il dit à Benyo qu'il lui a même apporté son dîner, car il ne voulait pas qu'elle mange froid, et cela touche vraiment son cœur, et elle lui dit de s'enfuir, car il ne peut pas vaincre ce monstre. Kamui sort des décombres et se dirige vers eux, disant qu'il va les tuer tous les deux. Mais heureusement, Kamui leur laisse un espace pour s'échapper, ce qui donne à Roku assez de temps pour s'enfuir avec Benyo en lieu sûr. Il la soigne immédiatement et lui dit qu'ils doivent rentrer et rapporter tout cela à leur supérieur. Benyo est maintenant très ému et raconte à Roku comment ses parents sont morts à cause de cette créature. Il lui dit ensuite qu'il a perdu tout ce qu'il avait dans sa vie, mais qu'elle a donné un sens à sa vie. Il promet à Benyo qu'un jour, ils reviendront et tueront Kamui, quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, ils doivent simplement survivre et se renforcer pour revenir plus fort un jour. C'est la première fois que Roku prend une décision mûre de toute sa vie. Et à partir de maintenant, l'anime ne fait que s'améliorer. Mais malheureusement, cette vidéo s'arrête ici. Regardez les autres vidéos qui apparaissent sur votre écran maintenant. Et si cette vidéo marche bien, peut-être qu'un jour je ferai une suite.